Let's go. Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon père Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit magazine d'analyser l'actualité politique, sociale et même économique que nous avons lancé ici à CPL Télévision. Avec un invité, on prend des questions majeures qui retiennent l'actualité dans ces domaines. On les met sur la table pour tenter d'en parler. L'actualité politique dans le pays restait dominée par le tout dernier discours du président de la République, tel qu'il a promis. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est revenu pour parler à la nation. Annonce majeure, c'est la rupture, la fin de son mariage avec Kabila. Dans le cadre de l'accord FCC-Cash, le président a dit qu'il doit nommer un informateur. On revient aujourd'hui sur le discours du président. On abordera également quelques petites questions d'actualité politique ou même économique de l'heure. Pour en parler, un habitué de ce plateau, c'est Monsieur Noël Tchani. Monsieur Tchani, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir à CPL Télévision, ma télévision. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation avec vous. On va donc faire l'analyse de l'actualité politique, notamment l'analyse du discours du président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'emblée, plutôt, je voudrais qu'on mette le pied dans le plat, Monsieur Tchani. Comment avez-vous perçu, première lecture, le discours du président de la République? J'ai trouvé le discours du président de la République excellent. Excellent du point de vue de la forme, mais également du point de vue du contenu, sur le plan donc de la forme. Vous savez, le président de la République est au palais de la Nation depuis 2 ans. Avant lui, il y a eu des gens qui ont occupé la présidence de la République, mais qui prenaient la présidence de la République à la légère. Et le palais de la Nation, on dirait qu'il était relégué à des activités subsidiaires. De temps en temps, on pouvait l'utiliser. On ne voyait pas le palais de la Nation. Depuis les consultations présidentielles, on a suivi en direct le chef de l'État à partir du palais de la Nation. Et moi, quand je regarde ça, ça me fait penser à la Maison Blanche. Et j'ai réalisé que notre palais de la Nation est même mieux que la Maison Blanche américaine. Félix Antoine Tshisekedi a valorisé la fonction présidence de la République de ce point de vue-là. Maintenant, lorsqu'il vient pour faire un discours, avant, on voyait un Félix Antoine Tshisekedi qui parlait de nous, c'est-à-dire lui... Il ne s'assumait pas. Il ne s'assumait pas. Il parlait de lui et puis son directeur de cabinet, de lui et puis son copain là, Kingakati. Cette fois-ci, on a vu un Félix Antoine Tshisekedi qui parle, qui dit « Je décidais, moi, le président de la République ». Et j'ai trouvé qu'il a assumé pleinement les fonctions de président de la République et c'est ça que le peuple congolais attendait de lui. On n'attendait pas un président qui partage le pouvoir avec quelqu'un d'autre. On attendait un président qui a été élu et qui assume pleinement les fonctions de président de la République et il a joué ce rôle-là. Je voudrais qu'on entre un peu plus en profondeur sur ce qu'a dit le président avant d'aborder la question majeure qui est celle liée à la rupture de son mariage avec Kabila. Le président a abordé plusieurs autres questions lorsqu'il dit « je vous ai écouté, je vous ai écouté ». Le président a commencé par en parlant notamment de la question de la réduction des trains de vie des institutions. Je sais que c'est une question à laquelle vous êtes tellement attaché. Est-ce que ça vous a réjoui d'entendre Félix Antoine Tshisekedi promettre une question comme celle de la réduction des trains de vie des institutions? Oui, effectivement, quand j'ai entendu le président de la République dire cela, j'ai vu en lui la volonté d'instaurer d'abord un système de bonne gouvernance
et de ramener les institutions de la République, toutes les institutions sans exception, à vivre dans les limites des moyens ou des ressources qui leur sont alloués à travers le budget. Non mais là, Et je crois, lorsque le président parle, il parle de toutes les institutions de la République. Non mais là, il parle de s'empêcher par l'exemple, M. Tiani. J'ai suivi les réactions au FCC. Il ne peut pas nous parler de la réduction des trains de vie quand on sait que lui-même, il a multiplié fois 3 les membres, les salaires de ses collaborateurs, et que lui, il a explosé le budget réservé à la présidence de la République. Vous avez suivi le tout dernier rapport sur la reddition des comptes. On dit que c'est un homme qui parle, mais ce n'est pas un homme d'action. Il n'a pas prêché par l'exemple dans ce domaine lui-même. Vous savez, quand on arrive sur un nouveau terrain, il faut prendre le temps de savoir comment jongler la balle. Et il a dû apprendre par un exemple, en étant sur le terrain. Moi, je dirais que le nombre de gens qu'il a trouvé, qu'il a dû mettre à la présidence de la République, était fonction de l'environnement politique dans lequel on s'est retrouvé. Quel est cet environnement politique? Il vient, il est lié par FCC Cash qui lui lie les mains et il a un gouvernement sur lequel il n'a pas de contrôle. On a 67 ministres qui ne contrôlent pas. Pour essayer de contourner ça, je pense qu'il a dû mettre à la présidence de la République certaines des fonctions que le gouvernement était supposé faire en faisant en quelque sorte une duplication d'efforts. Et ça a entraîné une explosion du personnel de la présidence de la République. Je souhaiterais que le président aille maintenant jusqu'au bout dans la logique, en réduisant le nombre donc du personnel qui travaille à la présidence et en ayant un budget qui respecte les allocations budgétaires qui sont décidées par le Parlement. Mais lui-même, il a explosé ses propres allocations, le président de la République. Il était à plus de 300% quand même de dépassements budgétaires, monsieur le président de la République. Et de la part d'un homme comme ça, revenir dans un discours solennel pour nous dire qu'il prêche pour la reddition des trains de vie des institutions, on est en droit de nous poser des questions. Je suis content que vous parliez donc d'une augmentation de 300% à peu près des dépenses de la présidence. Je n'approuve pas ça. Je voudrais que toute institution de la République vive dans les limites de ce qu'on lui a alloué. Cependant, il faut reconnaître aussi que les budgets pendant cette année ici, on dirait que c'est un budget qui était préparé par peut-être des personnes qui étaient des amateurs. Nous avons un ministre des Finances FCC qui alloue au président de la République un certain nombre donc de ressources et à la fin de la journée, ça s'avère que ces ressources ne sont pas suffisantes. Que faut-il faire quand vous êtes président de la République et vous venez de commencer et vous voulez asseoir le pouvoir? D'où dépassement budgétaire. Je ne justifie pas cela. Je voudrais que tout le monde vive dans les limites de ses moyens, dans les limites des ressources allouées à chaque institution. Ce que moi je voudrais que le pays puisse faire, c'est mettre l'accent sur la mobilisation des ressources, qu'on puisse avoir un budget costaud, un budget consistant qui permette à chaque institution d'avoir suffisamment de moyens et de fonctionner normalement. Notre budget de 6,9 milliards de dollars, personnellement, je trouve qu'il est dérisoire. Ce pays est capable de mobiliser pendant cette période ici un budget d'au moins 20 milliards de dollars. Si on a un budget de 20 milliards de dollars, toutes les institutions, la présidence de la République, la primature, l'Assemblée nationale, le Sénat, les écoles, ainsi de suite, auront des allocations budgétaires donc, qui reflètent donc, les défis réels auxquels ils sont confrontés. Noël Tiani, je voudrais qu'on reste encore un peu sur la question de la réduction des trains de vie. Vous avez prêché pour qu'on réduise le salaire de Kabila. Vous ne vous expliquez pas que Kabila gagne 600 000 $ américains. Mais on vous a répondu en disant que c'est tout simplement être malhonnête. Parce que la loi qui octroie Kabila 600 000 est calquée sur le salaire de Félix Antoine Tshisekedi. La loi dit que l'ancien président touche 30% du salaire du président actuel. Donc si Kabila touche 600 000 $ américains, multiplié par 3, Félix est dans les 2 millions de dollars américains. Si vous êtes honnête et logique avec vous-même, pourquoi vous ne demandez pas à Félix Antoine Tshisekedi de réduire son salaire et ainsi il y aura un impact sur le salaire de Kabila plutôt que de tirer à boulet rouge sur Kabila et en ignorant pratiquement que Kabila est tout simplement bénéficiaire du salaire de Félix Antoine Tshisekedi? Je voudrais dire ceci. Moi, je parle avec du concret. Le concret, c'est ce que j'ai vu, le rapport sur la reddition du compte qui était présenté par le ministre des Finances, qu'il est allé d'ailleurs étaler sur la place publique sur Top Congo. Dans ce rapport-là, il y a des fiches des salaires de M. Kabila. On a montré les dépenses de la présidence et sous les dépenses de la présidence, il y avait le salaire de M. Kabila, 680 000 $ par mois. Et j'ai consulté les bulletins des pays successifs pendant 6 mois. Ça, j'ai vu. J'ai critiqué cela. Mais je n'ai pas vu le salaire du président de la République.
Si le ministre des Finances a les dépenses qui reflètent les salaires du président de la République et qui montrent que le président de la République gagne plus d'argent que ce que nous connaissons ou que ce que nous ne connaissons pas, alors qu'il puisse mettre ça sur la place. Non, mais on vous répond. Moi, on vous dit que Kabila, c'est 30% du salaire de l'actuel président. Je ne veux pas faire... Donc Félix a 2 millions de dollars américains. Okay, il faut le condamner aussi. Voilà, je vous demande ceci. Je voudrais qu'on puisse me montrer les bulletins de paye. J'ai vu les bulletins de paye de M. Kabila. On vous montre la loi, M. Tchani. On vous montre la loi. Ne me montrez pas la loi. Je veux les bulletins de paye. Le Congrès, c'est ça. Il y a beaucoup de lois dans ce pays qui ne s'appliquent pas. Qui sait si, par exemple, le président de la République n'a pas voulu accepter le salaire qu'on lui a donné? Ça, moi, je ne sais pas. Moi, je demande simplement qu'on me montre les chiffres qui reflètent ce qu'on a payé effectivement. Et j'ai vu qu'à M. Kabila, on a payé 680 000 dollars par mois pendant 6 mois. Donc, sur 12 mois, ce monsieur touche 8 millions de dollars. Je me suis érigé contre ça. Et je voudrais vous informer qu'au nom du peuple congolais, parce que je suis vraiment sidéré que dans un pays où on a 85% de la population pauvre, dans un pays où on a plus de 90% des gens qui ont moins de 1 dollar par jour, qui est un parmi nous qui touche 8 millions de dollars par an. J'ai mis en place une commission composée donc de quelques avocats qui sont en train de rédiger une requête. Nous allons saisir la Cour constitutionnelle pour demander que la loi sur les anciens chefs de l'État puisse purement être déclarée anticonstitutionnelle. Et si elle est anticonstitutionnelle, qu'on puisse l'abroger, quitte aux députés nationaux de pouvoir refaire une nouvelle loi qui donne à l'ancien président de la République des avantages financiers qui tiennent compte des capacités financières de notre pays et qui tiennent compte aussi des expériences dans d'autres pays, notamment les États-Unis d'Amérique, la France ou d'autres démocraties. Et je pense que dans ce cas ici, le président Joseph Kabila devrait avoir une allocation mensuelle, une pension mensuelle qui ne dépasse pas 15 000 dollars au lieu de 680 000 dollars. Vous pensez que ça c'est trop exagéré? C'est exagéré. 680 000 dollars, c'est trop exagéré. Je vais vous dire pourquoi. Un ancien président américain, il touche 450 000 dollars par an. Ça veut dire à peu près 30 000 ou 30 000 dollars le mois. Et ça, c'est tout inclus. Les billets d'avion, l'assurance maladie, les ceci, là, il touche 450 000 dollars par an. Chez nous, nous avons quelqu'un qui touche 680 000 dollars par mois. C'est trop, c'est exagéré. Kabila n'a pas besoin de cet argent-là. Moi, je lui proposerais, s'il était vraiment... il avait la même conviction que nous avons pour notre pays. Je lui dirais simplement de sortir là, de faire une annonce publique. Vous savez, je renonce donc à ces avantages financiers. Soit j'ai suffisamment d'argent pour vivre, je n'ai pas besoin de ça. Mais si j'ai besoin d'assistance de notre gouvernement, réduisez cela à 15 000 dollars par mois. Et nous allons tous. Il deviendra un héros s'il fait quelque chose donc, de ce genre. Restons sur les discours du président de la République. Le président a aussi parlé d'une question, je vous pose la question parce que vous êtes aussi d'une certaine manière un fruit de la diaspora. Vous avez vécu longtemps à l'extérieur du pays. Vos enfants peut-être sont nés là-bas. Le président parlait de la question de la double nationalité et de la participation aux élections des non-compatriotes de la diaspora. Au FCC, et ses détracteurs disent, en fait, il prêche pour ses propres enfants. On sait que lui, il a grandi, il a vécu en Belgique, il a des enfants qui sont peut-être nés là-bas et qui sont belges, ce n'est pas pour l'intérêt national. Est-ce que si on n'arrive pas à contrôler et à donner vie aux Congolais qui sont à l'extérieur, à l'intérieur, faut-il déjà envisager le Congolais de l'extérieur? Moi, je pense que les gens qui parlent comme ça sont très malhonnêtes. Je vais vous dire pourquoi. Les Congolais de la diaspora font vivre les Congolais de l'intérieur pendant plusieurs années. Les Congolais de la diaspora envoient ici ce qu'on appelle des remittances en anglais, des transferts d'argent tous les mois par Western Union pour supporter leur famille, pour payer les frais médicaux, pour enterrer les gens qui meurent, ainsi de suite. Là. On ne peut pas d'un côté tendre la main pour recevoir l'assistance financière de la part de nos compatriotes à l'extérieur et d'autre côté dire que ces gens-là n'ont pas le droit de participer dans la vie politique de notre pays. Beaucoup de pays ont adapté leur constitution aux réalités du moment. Quand vous allez en Afrique de l'Ouest, moi j'ai beaucoup travaillé au Mali, au Sénégal, dans tous ces pays, les Cap-Verts, ainsi de suite. Là. Quand vous allez dans ces pays-là, on reconnaît que les Sénégalais ou les Maliens ou les Cap-Verdiens, ils restent Cap-Verdiens toute leur vie. Mais quand ils vont à l'extérieur, pour des raisons de convenance personnelle et souvent pour trouver du travail, ils sont obligés de pouvoir prendre une nationalité extérieure, une nationalité étrangère. On considère cela comme étant juste une nationalité donc de convenance.
mais ils restent foncièrement capverdiens, sénégalais et maliens. Ils perdent jamais leur nationalité. Ils ne perdent jamais leur nationalité. Je souhaiterais que la République démocratique du Congo se modernise, qu'on donne la possibilité à ces 10 millions de Congolais qui vivent à l'extérieur de recouvrer leur nationalité. Certains enfants n'ont même pas choisi de prendre la nationalité extérieure. Je vous donne l'exemple. Mes propres enfants, ils sont nés aux États-Unis. Quand vous êtes né aux États-Unis, on vous donne automatiquement la nationalité américaine. Pourquoi? Parce qu'on considère que c'est le droit de sol, c'est ça la constitution donc, du pays. Mais ces enfants qui n'ont pas choisi d'être américains, vous savez quoi? Tous les jours, ils mangent du foufou. Tous les jours, les ndaka là, les bitekou et consorts, mais tous les jours, ils écoutent la musique congolaise et tous les jours, ils demandent Koko et comment, mon grand-père Kaku et comment, ainsi de suite là-bas. Et quand ils viennent ici, ils se sentent foncièrement congolais. Donc, on ne doit pas refuser la nationalité à ces enfants-là. Et d'ailleurs, les ressources humaines, c'est la richesse la plus importante qu'un pays puisse avoir. On ne peut pas donc commencer à refuser une portion de sa population en disant vous êtes allés vivre à l'extérieur, par conséquent, vous perdez le droit donc d'être congolais. Je demande à nos députés nationaux d'accélérer le processus de révision constitutionnelle qui reconnaissent la nationalité congolaise d'origine comme une nationalité qu'on ne peut pas perdre. Et que les nationalités extérieures, vous pouvez en avoir 2, 3, 4... Dans cette question de l'exclusivité de la nationalité congolaise, vous prêchez pour son abrogation. Je veux qu'on abroge l'exclusivité de la nationalité congolaise. Je veux que tous les Congolais conservent leur nationalité d'origine et que cette nationalité leur donne droit à tous les avantages possibles au Congo. Mais si vous optez pour une nationalité... Peter Tchani, c'est un grand ami à moi. Je profite de l'occasion pour les saluer. Avec monsieur Noël Tchani Mwadi en Vita, nous sommes en train de faire la lecture de l'actualité politique en revenant sur le discours du président de la République. Le président a également insisté, monsieur Tchani, sur la question de l'éradication de la corruption. Mais là aussi, on s'étonne, on dit que nous avons un président qui reste dans les déclarations. Vous avez peut-être suivi le tout dernier rapport de Mo Ibrahim qui venait de sortir. Le Congo a perdu 2 places depuis que Félix-Antoine Tshisekedi est là. Le tout dernier rapport aussi de Transparency International par rapport à là où Kabila nous a laissé, on a dégringolé. Comment il peut dire qu'il est pour la lutte contre la corruption dès lors que lui-même, dans sa gouvernance, on sent qu'on perd des points dans ces domaines-là? Vous posez une très bonne question. Comme vous savez, moi, en préparant le plan Marshall, je voyais la lutte contre la corruption et les antivaleurs comme étant au centre même de la gouvernance du Congo. Et Félix-Antoine Tshisekedi et moi partageons donc la même vision sur cette question-là. Maintenant, nous savons que pendant les 2 dernières années, le système qui est en place, c'est quel système? C'est le système Kabila. Félix-Antoine Tshisekedi n'a pas encore réussi à mettre en place le système à lui. Le bouc émissaire, c'est Kabila. Non, j'arrive. L'enfer, c'est l'autre. Non, j'arrive. Nous avons vu, par exemple, que le ministère de la Justice était dirigé par qui? Par un ministre FCC. Et que toute personne qui a mis les mains dans les caisses de l'État, il faut le trimballer devant la barre, le juger, la juger, la condamner. Donc la seule explication que vous donnez à notre système qui continue à être en place, c'est l'ancien système que nous voulons tous détruire. Donc prenons du temps maintenant qu'on a mis en place des nouvelles personnes au niveau de la magistrature et qu'on encourage ces gens-là en leur donnant des incitations qu'il faut et en montrant qu'ils sont indépendants, qu'il n'y ait pas des interférences avec le fonctionnement de la justice pour que, quand ils initient des enquêtes contre un individu, qu'on amène cette personne au tribunal, qu'on juge la personne et qu'on puisse donc la mettre en prison comme tout le monde. On va aller maintenant dans la question la plus importante, tout en appelant mon caméraman Cyril Tsumbu à un peu plus d'inventivité et de créativité dans ses plans, parce qu'on a un petit problème. C'est lorsque je suis en train de voir avec une des caméras, multiplie les espaces et fait de ton mieux pour que l'invité apparaisse sur les images.
C'est des miracles, messieurs. Alors, monsieur Noël Tchani, je voudrais qu'on parle finalement de l'annonce majeure de ce que le président de la République a dit. Le président a dit qu'il va rompre, il n'a pas dit comme ça, je vais extrapoler, qu'il va rompre le mariage avec monsieur Kabila et il va nommer un informateur. Au FCC, on parle de la violation de la loi. Comment peut-on avoir un informateur dès lors que le président de la République sait que nous avons un gouvernement et un premier ministre en fonction? Les gens du FCC, je les adore. Pourquoi? Parce qu'ils ont découvert la Constitution depuis quelque temps, mais avant, ils étaient les champions de la violation de la Constitution. Je voudrais leur rappeler qu'on était supposé avoir des élections en 2016. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout fait pour changer la loi électorale, pour empêcher que les élections ne puissent avoir lieu, pour permettre à M. Kabila de continuer éternellement. Aujourd'hui, ils ont découvert la Constitution et moi, je voudrais remercier le bon Dieu que ces gens-là aient découvert finalement que nous avons... Qu'est-ce que vous voulez dire? On n'a pas de leçons à recevoir de leur part en matière de respect de la Constitution? En réalité, on n'a pas beaucoup de leçons à recevoir de leur part. Mais s'il faut leur pardonner, je souhaiterais que nous puissions aussi respecter la Constitution aujourd'hui, parce que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas respecté hier qu'aujourd'hui nous devons violer la Constitution. C'est ce que j'allais dire. Ne justifions pas le mal par le mal. Mais moi, je voudrais dire ceci. Le président de la République, il a beaucoup de pouvoirs qui lui sont donnés par la Constitution. On lui reconnaît le pouvoir de réorganiser les institutions au cas où le pays est bloqué, le pays ne fonctionne pas. Est-ce que le pays aujourd'hui fonctionne? C'est ça la question que nous devons nous poser. Moi, je répondrai par non. Nous avons une crise majeure, une crise persistante. Cette crise-là, on la juge comment? Un, ça fait plus de 2 mois que nous n'avons plus de réunion du Conseil des ministres, n'est-ce pas? Deux, ça fait près de 2 mois que le président de la République et le Premier ministre ne se rencontraient pas, sauf hier, là, quand il devait lui demander donc de déposer la démission. Ah, vous avez l'information? Non, je n'ai pas l'information, mais moi je devine. Non, je n'ai pas l'information, mais je devine. Il faut être naïf pour penser que le président a reçu le Premier ministre pour qu'il puisse partager donc le gâteau. Donc il lui a demandé certainement de déposer la démission, même si le Premier ministre ne veut pas se prononcer là-dessus. Jeune Afrique a annoncé ça d'ailleurs. 3, maintenant, nous avons des institutions de la République qui ne parlent plus le même langage. On nomme les juges. La personne qui serait présidente de la CENI, elle vient là-bas, il y a des députés qui refusent, elle organise donc un vote cavalier, elle amène donc le rapport au président de la République pour qu'on puisse nommer M. Malonga comme étant président de la CENI. Le président de la République refuse, que lui renvoie ça. Ça montre très clairement que les institutions de la République ne fonctionnent pas, il y a une crise majeure. Maintenant, comment faut-il régler ça? Moi, je pense que... En respectant la loi. En respectant la loi. La résolution doit passer par le respect de la loi. Exactement. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. J'arrive. Comment faut-il nommer un informateur dès lors qu'on a un gouvernement en place, un Premier ministre qui n'a pas démissionné? Qui lui a donné cette autorisation-là? On ne va pas, et le président ne va pas attendre l'autorisation de la part de M. Kabila ou de la part de qui que ce soit. Il a les pouvoirs constitutionnels de pouvoir désigner un informateur à partir du moment qu'il n'a plus confiance dans le Premier ministre et à partir du moment qu'il constate qu'il y a une crise majeure, une crise persistante. C'est parce que la loi dit. C'est parce que la loi dit. Non, je viens de démontrer que les institutions ne fonctionnent pas, il n'y a pas de crise persistante. Mais pourquoi qu'il dissolve l'Assemblée nationale? Il a dit, dans un premier temps, je vais désigner l'informateur. C'est ce que la loi lui autorise. Dans un premier temps, il va avoir un informateur. Cet informateur va aller à l'Assemblée nationale parler avec tous les députés, voir à quel camp ils appartiennent. Si on a la majorité, on n'a pas besoin de dissoudre l'Assemblée nationale parce que c'est un exercice coûteux. Ça va demander beaucoup d'argent d'organiser donc des élections sur l'ensemble du territoire national et vous savez que nous avons un grand pays. Alors maintenant, si cette option-là d'utiliser l'informateur pour dégager la nouvelle majorité parlementaire, si ça n'arrive pas à donner des résultats, il a dit qu'il utilisera la carte de pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale et de réorganiser donc des élections. Moi, je pense que le président est très logique et jusqu'à présent, il agit conformément à la Constitution. Je ne suis pas d'accord avec ces amis-là du FCC. Les amis du FCC, ils semblent tout faire pour paralyser le pays et nous n'allons pas leur laisser l'occasion de continuer donc sur cette lancée-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à gérer ce pays pendant 18 ans. Pendant 18 ans, vous savez combien de violations de la Constitution ils ont eu? Je vais vous énumérer quelques-unes. 1.
Ils ont purement et simplement refusé d'organiser les élections en 2016. 2, ils ont changé la loi électorale, tenté de changer la loi électorale. Ils ont entré dans des fausses communes. Tout ça sont des droits constitutionnels qu'ils ont violés. Et ils ont le culot aujourd'hui de venir nous donner des leçons. Non, ils vont attendre. Nous voulons réorganiser le pays, remettre l'état des droits qu'ils avaient saboté. Maintenant, quand on va remettre cela, le tout va revenir à la normale. Même si ils disent que le président a violé. Mais quand vous lisez le tout dernier communiqué du FCC rendu par Némi Mouilania, ils ouvrent 2 portes au président de la République. La première chose, ils demandent au président d'assumer sa décision. Pour le moment, puisqu'il vient de rompre, pourquoi il ne demande pas à Gilbert Kankoné, à tous les membres qui se retrouvent au gouvernement, issus de cette union, de pouvoir sortir du gouvernement? Et deuxième chose, Lambert Mende lui dit, respectons la loi, nous avons la majorité, allons à la cohabitation, comme Mitterrand l'a fait avec Chirac, ou comme Chirac l'a fait avec Jospin. Ouais, ils partent sur une mauvaise base. La mauvaise base est celle-ci. Ils supposent qu'ils ont la majorité. Et moi, je dis qu'ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de majorité. Et je voudrais vous prouver cela. Le FCC n'a pas la majorité. Je voudrais vous prouver ça maintenant. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Ils ont dit qu'ils avaient récolté 305 signatures de députés nationaux sur 500. Soutenant Mabunda. Soutenant Mabunda. Et vous savez quoi? Si vous avez 305 signatures et qu'il y a un groupe qui dit qu'il a récolté 253 signatures, ce que vous devriez faire, c'est quoi? C'est accepter qu'il y ait donc élection au niveau d'une plénière. Et dans les élections, parce que vous êtes assuré d'avoir donc 305, vous aurez la majorité. Pourquoi ils sont en train de fuir? C'est parce qu'ils savent que leur majorité, elle est fictive. Ça, c'est la première démonstration. La deuxième démonstration, aujourd'hui, vous avez vu, il y a eu une motion qui était présentée au niveau de l'Assemblée nationale. Cette motion avait récolté 253 signatures. Le bureau Mabunda est tombé. Il n'y a pas donc de majorité. On va voir maintenant ce qui va sortir avec l'élection. On a déjà mis en place le doyen d'âge et puis le plus jeune au niveau du Parlement. Ils organisent donc des élections. Il y aura un nouveau bureau. Donc, la majorité dont parle Lambert Mende, c'est une majorité fictive. Et parce que c'est une majorité fictive, on ne doit pas suivre donc leurs règles là qu'ils avaient mises en place volontairement pour conserver le pouvoir. Donc pas de cohabitation, il n'y en aura pas. De cohabitation, il n'y a pas donc de raison d'avoir de cohabitation. Comment voulez-vous avoir de cohabitation avec des gens qui ont géré pendant 18 ans? Le peuple congolais dehors là, vous avez suivi après le discours du président de la République, c'était samedi ou dimanche? Dimanche, non? Dimanche. Bon, après le discours du président de la République, tout le monde est sorti dehors en train de crier, de pousser sur les horns, comment vous dites ça? Sur les sirènes de voitures et qu'on déclare son pour célébrer en quelque sorte donc, la fin de la coalition FCC-CAJ. C'est ça la majorité. Tout le pays, c'était comme ça. Mais je n'ai pas vu un seul individu sortir dehors là pour soutenir Joseph Kabila, pour soutenir Lambert Mende, pour soutenir donc Janine Mabunda. Leur majorité là, elle se trouve, elle se manifeste comment? Donc, la population n'est plus avec le FCC. La population n'est plus avec Joseph Kabila. La population n'est plus avec Lambert Mende et tous les larrons là donc du FCC. La population, elle est avec le président de la République, avec le nouvel ordre politique qu'il essaie de mettre donc en place. Et je voudrais demander à tout le monde d'appuyer le chef de l'État. Monsieur Noël Tiani, vous parlez justement de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, mais vous avez vu les images. Les gens disent qu'il faut respecter l'accord pour la stabilité du pays. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller dans une sorte d'ingouvernabilité? Vous avez vu la bagarre à l'Assemblée nationale. Est-ce bon pour l'image de la République démocratique du Congo? Quand le secrétaire général des Nations Unies vous dit Félix Antoine Tshisekedi dialoguer avec Kabila pour la paix, vous demandez au président de se lancer dans un saut à l'inconnu et on crée pour la stabilité ou pour la paix dans le pays. Je voudrais vous dire ceci. Joseph Kabila a été très menaçant à l'égard du peuple congolais. Il a dit, si on ne respecte pas ça, on va ramener le Congo 50 ans en arrière. Il veut faire quoi? Il veut commencer la guerre. On ne va pas lui permettre de commencer la guerre. Il a fait trop de mal à notre pays et il apprend à soigner son langage. Il ne parle pas beaucoup, mais apparemment quand il parle, il sort donc des bêtises. Il faut qu'il arrête de pouvoir... Non, il nous a tout simplement demandé de revoir l'histoire. Lumumba Kassafou, c'était comme ça. Hein? Maintenant, j'arrive. Maintenant, en ce qui concerne donc cet accord-là, moi, je vous avais posé la question ici. Est-ce que vous avez vu l'accord en question? Moi, je ne l'ai jamais vu.
Vous voulez que j'aille respecter un accord que je ne connais pas? Non, c'est pas à vous qu'on parle. Hein? Moi, c'est le peuple. On parle de Félix Tshisekedi. Non, moi, c'est lui qui est allé signer l'accord, c'est Félix Tshisekedi. Non, moi, je parle au nom du peuple congolais. Et nous sommes tous comme ça, nous sommes 100 millions de Congolais. Nous n'avons jamais vu cet accord-là. Si M. Kabila pense que nous avions, nous, le peuple congolais, nous sommes tenus par son accord, il n'a qu'à le sortir et nous dire comment nous sommes liés par cet accord-là. Et en ce moment-là, on va examiner comment il faudrait donc respecter ça. Mais tant que nous n'avons pas vu un accord, cet accord n'existe pas pour nous. Nous sommes tenus par un seul document. Le document qui nous lie tous à nos dirigeants politiques, au président de la République, aux institutions et consorts. Ce document s'appelle la loi fondamentale, c'est la Constitution. Et M. Kabila doit pouvoir respecter la Constitution. La Constitution donne les pouvoirs au chef de l'État d'organiser la vie politique en utilisant les prérogatives constitutionnelles reconnues par la Constitution. On dit que vous les minimisez un peu trop, hein. Faites attention. Hein. Monsieur Noël Tchani, pour la paix et la stabilité dans le pays, il aurait été mieux que le président rencontre son allié et qu'on discute. Hein. Vous les minimisez un peu trop, Kabila. Attention à une bête blessée. Je ne refuse pas que le chef de l'État rencontre tous les Congolais. Tous les Congolais. Nous sommes 100 millions. Chacun de nous qui veut rencontrer le chef de l'État. D'ailleurs, je suggère à la présidence de la République d'ouvrir une boîte postale pour que chaque personne qui veut rencontrer le chef de l'État écrive à cette boîte postale-là et ait l'occasion de voir le chef de l'État, Kabila compris. Maintenant, au-delà de ça, il ne faut pas non plus surestimer Kabila. Dimanche dernier, c'était samedi ou dimanche, il voulait prendre l'avion à l'aéroport d'Indili pour aller au Katanga. Et au Katanga, il y avait des gens qui menaçaient. Quand il arrive là-bas, ils vont faire la sécession. Et vous savez quoi? Les services publics lui ont dit, vous n'allez pas voyager. Vous posez une menace sécuritaire à notre pays et vous n'allez pas voyager. Les gens ont crié à gauche, à droite. Devinez quoi? Kabila est resté à Kingakati. Donc il n'a pas autant de pouvoir aujourd'hui qu'il le pense. Ou bien que les gens du FCC pensent. Ça, c'est ce que vous Moi, je souhaiterais qu'il puisse donc se calmer. Nous voulons la paix sur l'ensemble du territoire national. Nous voulons que tout le monde revienne et qu'on respecte les institutions de la République et les autorités publiques que nous avons et que chacun puisse jouir de sa liberté dans le cadre donc de ce qui nous est reconnu par la Constitution. Mais il ne faut pas que quelqu'un nous menace tout le temps que si vous ne faites pas ça, je vais ramener le pays 50 ans en arrière. Il ne le fera pas, il n'en a plus la possibilité. Ben, attendons voir, hein. Quand vous pensez que Kabila ne représente plus une menace, attendons voir. Il représente une menace parce qu'il a pris tout plein d'argent, il peut utiliser cet argent pour créer donc des désordres. Mais il faut qu'il sache que s'il le fait, la justice est là. La justice va s'occuper de lui et nous ne voulons pas aller dans le passé. Nous voulons qu'il puisse vivre en paix. Mais s'il ne peut pas nous laisser en paix aussi en tant que peuple congolais, il aura affaire avec la justice, non seulement congolaise, la justice internationale, et il sait exactement à quoi s'attendre. Parlons justement de cette justice internationale. J'ouvre une parenthèse dans le discours du président. Le président a évoqué notamment le fait de travailler pour que justice soit rendue à tous les Congolais qui ont vu leurs droits d'une certaine manière être bafoués. Il a même évoqué la justice internationale. Ça vous réjouit également. Vous voulez quoi? Vous voulez voir un jour Kabila en tenue des prévenus, en train de... Ça, je crois que ça va vous réjouir. Parce que lorsque les Kabilistes parlent de vous, ils disent que vous vouez une haine viscérale contre l'homme, vous l'avez lorgné, vous l'avez charmé pour qu'il vous donne les postes de gouverneur de la Banque centrale. Il ne vous a jamais donné ça. Vous serez heureux justement de les voir en train d'être jugés par une cour ici dans le pays. Non, il ne faut pas confondre les choses. Nous voulons la justice pour tous. Ce que je demande comme justice, je veux qu'elle soit applicable à M. Pero Luara, qu'elle soit applicable à Félix Antoine Tshisekedi, à Joseph Kabila, à Mukwege, à tout le monde. Je veux la justice pour tous. Pour cela, il y a eu beaucoup de dégâts qui ont été causés à notre population. Vous connaissez le rapport Mapping. Le rapport Mapping, et c'est ce rapport d'enquête qui a été mené par les Nations Unies et qui a été remis à main propre d'ailleurs dans les mains du président Kabila en 2006, si je ne me trompe pas, en 2006. Et dans ce rapport Mapping, on a identifié les crimes qui ont été commis, des crimes économiques, des crimes de sang, des crimes de guerre qui ont été causés sur le peuple congolais. Et on a même fait une annexe dans laquelle on donne les noms des individus, c'est-à-dire le président Kabila se trouve sur cette annexe-là. Nous voulons la justice, ça veut dire quoi? Tout le monde est présumé être innocent jusqu'à ce qu'on prouve qu'il est coupable. Quand on a établi le tribunal international pour le Congo avec l'assistance des Nations Unies, ici en République démocratique du Congo, on aura des juges congolais, on aura aussi des juges internationaux. Si on soupçonne simplement que Noël Tchani a commis un crime, on l'amène devant ce tribunal, il doit se justifier. Et moi, je vais dire aux gens, j'ai jamais tué qui que ce soit. Ils ne peuvent pas prouver que j'avais commis un crime. Maintenant, si je dis aussi, Pero Luara a commis un crime, on t'amène devant ce tribunal. Tu vas prouver que tu n'as jamais commis un crime, on te présume innocent et puis on te laisse partir. Mais si on dit maintenant, M. Kabila, que tu avais commis un crime, il faut que les
réalisateurs amènent des preuves. Ils vont dire, par exemple, qu'il y a eu M. Chebeya, il y a eu, par exemple, Mamadou Ndala, il y a eu ceci, cela. Il faut que les gens prouvent maintenant que les crimes qu'on attribue à cet individu ont été commis par cet individu. S'il se justifie, il est libéré. Non, il n'a rien fait. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on dise simplement parce que c'est M. Kabila, tout ce qu'il a fait, on le laisse partir. On ne peut pas. Il vous a donné l'alternance, il a quitté le pouvoir à 47 ans. Non, s'il vous plaît. Là où Condé modifie la constitution en 82 ans, il redevient président de la République. Là où Sassou Nguesso, ici, à presque 80 ans, touche à la constitution, il redevient président de la République. Mais Kabila, à 47 ans, il vous a quand même donné l'alternance. Il nous a donné l'alternance, donc ce pays-là, c'était un cadeau que son père lui a donné. Donc comme ça, il nous fait des cadeaux pour nous donner l'alternance. C'est notre droit en tant que Congolais. La République démocratique du Congo s'appelle République démocratique du Congo, c'est-à-dire le pouvoir part donc d'une main à l'autre à travers donc les mécanismes d'élection. C'est ça que nous avons, c'est notre droit. Kabila ne nous a pas donné donc une faveur. Il faut arrêter donc de dire qu'il nous a donné l'alternance, nous devons être reconnaissants et nous devons fermer les yeux sur tous les crimes qu'il a commis donc dans le passé ou qu'il aurait commis dans le passé. Nous voulons la justice. Et nous voulons que cette justice s'applique à tout le monde. Et à Kabila lui-même aussi, exactement. Alors, M. Tchani, je voudrais, pour qu'on termine un peu, aborder une question à laquelle vous êtes également lié, la question de l'économie de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi le ministre du Budget dire que la ligne budgétaire qui doit couvrir les frais d'émission de la République est épuisée et qu'aujourd'hui il n'y a plus d'émission. Le ministre des Finances s'explique en disant qu'aujourd'hui avec la Covid-19, on ne sait plus recouvrer l'argent public comme il fallait. Là, le pays est pratiquement dans la banqueroute, si on peut le dire comme ça. Le ministre des Finances, il parle comme ça, je dirais qu'il ne sait pas de quoi il parle. Je vous invite à regarder son intervention sur RFI il y a à peine 2 mois. Moi, j'étais interviewé dans cette émission. On parlait de la baisse des réserves d'échange. Le ministre des Finances est sorti. Moi, j'alarmais les gens en disant attention, au rythme où nous allons, notre pays va se retrouver sans argent d'ici la fin donc, de l'année. Et le ministre des Finances est intervenu en disant après qu'on ait maîtrisé donc la pandémie, les frontières ont été ouvertes, les exportations ont repris, les prix des matières premières ont augmenté. L'argent est en train d'entrer en grande quantité donc, dans les caisses de l'État et par conséquent, on n'aurait pas de problème. Ça montre simplement que c'est le ministre des Finances qui ne sait pas de quoi il parle. Il ne sait pas prédire les choses. Alors, s'il ne sait pas faire le travail, ce n'est pas qu'il y a des dépenses qui sont trop élevées qu'il faut faire, c'est peut-être que c'est lui qui ne sait pas comment mobiliser donc, des ressources. Qu'il parte alors, qu'il profite donc de... Comment le faire, M. Tchani? Parce que de toutes les façons, même le président... Inspecteur des finances qui a identifié ce qu'on appelle les exonérations douanières, les exonérations fiscales, qui sont données à qui? La femme de Kabila, les entreprises de Kabila, les entreprises des gens du FCC. Ces gens-là ne payent pas de taxes égales. Vous connaissez égales, non? L'entreprise de Mme Kabila Lembe plus M. Yuma. Ils doivent 800 millions de dollars. S'ils payent simplement les 800 millions de dollars aujourd'hui, vous savez quoi? On paye les salaires de tout le monde jusqu'à la fin de l'année. On n'aura pas de problème. Ça, c'est un exemple simplement. Mais il y a 3000 exonérations fiscales comme ça. Ils ne payent pas de douane. Ils ont pris l'État en otage. Donc, pour qu'on puisse augmenter les recettes fiscales, c'est que tout le monde doit respecter les lois, les réglementations. Quand vous arrivez avec vos marchandises à la douane ou les conteneurs, vous devez les dédouaner. Quand vous dédouanez, l'argent entre dans les caisses de l'État, on utilise cet argent-là pour payer d'autres personnes. Quand vous avez des concessions minières ou des entreprises que Kabila distribue à ses copains nationaux tout comme étrangers, il faut que ces entreprises payent les impôts. Mais donc la famille Kabila et consort, ça passe par ces ports privés là. Alors un pays ne fonctionne pas comme ça. Nous voulons que l'état de droit s'applique à tout le monde, qu'on ait des règles qui s'appliquent à tout le monde et que la famille Kabila ou les gens du FCC
respecte ces règles-là. Si tout le monde joue par les mêmes règles, l'État aura de l'argent pour pouvoir financer. Donc c'est juste une question du respect des règles et surtout de l'impunité qui a élu dans le ministère. Le respect des règles, et celui qui ne respecte pas les règles, on lui applique l'état de droit, on l'amène au tribunal, on le met en prison, ou bien aussi on confisque tous les biens qu'il avait. Donc c'est comme ça que ça fonctionne ailleurs. Il faut que les mêmes principes s'appliquent dans notre pays. Donc vous êtes un peu scandalisé aujourd'hui d'apprendre par un communiqué officiel le ministre du Budget dire qu'il n'y a plus d'argent sur cette ligne de frais d'émission. Donc le pays n'a pas d'argent pour assurer les frais d'émission. Mais moi je ne suis pas scandalisé parce que j'ai alarmé les gens depuis longtemps. Je leur dis regardez les réserves d'échange. Un pays normal ne fonctionne pas comme ça. La règle, il faudrait... Mais c'est Félix Tshisekedi, non? Ce n'est pas Félix Tshisekedi. Il a trouvé 1,2 milliard. Aujourd'hui nous en sommes à 500 millions. Non? Je vous ai déjà expliqué ici que 1,2 milliard. de dollars. Ça veut dire que la dette intérieure était supérieure aux réserves d'échange et que si on avait voulu payer la dette intérieure, c'est-à-dire la dette due aux entreprises publiques, due au secteur privé congolais, aux individus congolais, on n'aurait pas assez d'argent pour rien que payer la dette intérieure. La dette extérieure, 4,5 milliards. Donc vous avez 3,7 milliards de dette intérieure, 4,5 milliards d'autres extérieures, à comparer à 1,2 milliard de soi-disant réserves d'échange, donc ce n'était pas assez. Mais au-delà de ça, surtout, il faut voir les arriérés des salaires. Toutes les entreprises publiques, la SNCC, que dirigeait notre Premier ministre actuel Ilunga Ilunkamba, 5 ans d'arriérés des salaires aux fonctionnaires. La SONAS, c'est la même chose. La MIBA, c'est la même chose. Comment voulez-vous, dans cet environnement-là, donc avoir le culot de dire que vous avez laissé 1,2 milliard de dollars de réserves d'échange quand vous avez laissé toutes ces dettes-là et en plus de cela, vous avez pris tout l'argent de la République pour acheter Kingakati, acheter GLM, acheter 123 entreprises en Afrique, au Congo ou à travers le monde qui valent des milliards et surtout acheter des concessions minières, y inclut l'île de Mateba qui est aussi grande que la République du Sénégal. Moi, je pense que Kabila devrait avoir honte de nous dire qu'il nous a laissé 1,2 milliard de dollars parce que ça ne représente rien. C'est une gymnastique financière, il nous a trompés et il nous a volé de l'argent. Madame, messieurs, vous suivez l'émission Contre nous, soit dit, avec un invité particulier aujourd'hui, c'est monsieur Noël Tchani Modianvita. Avec lui, on fait donc l'actualité, on fait la lecture de l'actualité politique et économique dans le pays. On me signale à l'oreille, monsieur Tchani, qu'on est en train d'arriver vers la fin de cette émission. Les Congolais vous regardent, le président a parlé, il y a des soubresauts ici et là-bas. Quel sera votre message à nos compatriotes congolais qui vous regardent après les discours du président de la République? Moi, je dirais à mes chers compatriotes, hommes et femmes, que le Congo est dans un tournant spécial de son histoire. Nous ne devons pas rater ce tournant ici. Nous sommes dans une lutte entre ceux qui veulent que le Congo se développe au profit de tous et ceux qui veulent garder les avantages qu'ils ont toujours gardés et qui ont géré ce pays pendant 18 ans et qui nous ont délivré le Congo des pauvres que nous avons aujourd'hui, le Congo des corruptions, le Congo qui ne respecte pas donc les lois, le Congo où la population est littéralement clochardisée. Je voudrais, vous savez, nous avons tous des ambitions différentes. Je voudrais demander à tous les Congolais pour une fois de se retrouver dans un même camp, le camp de la République. L'union sacrée de la nation que prône le président de la République, ce n'est pas pour lui seulement, c'est pour nous tous. Si vous voulez que le Congo se développe et aille dans le bon sens, dans l'intérêt du peuple congolais, mettons-nous dans cette union sacrée de la nation. Mais si vous voulez vous aligner donc avec les autres là, allez dans l'opposition, mais faites une opposition